Louise Baudouin, dans le grand discours de 1992, il y a un passage sur le Québec qui sert à Philippe Séguin pour mener sa diatribe contre le fédéralisme. Alors je vous le lis. C'est bien, c'est très bien. À ceux qui malgré tout s'imaginent que le temps et les textes l'emportent sur tout le reste, je voudrais rappeler simplement comment depuis plus de 2 siècles se pose la question québécoise. Comment depuis plus de 2 siècles le peuple québécois, à la fois si proche et si différent de ses voisins par ses origines, sa langue et sa culture, vit sa situation d'État fédéré au sein d'un État fédéral qui est pourtant autrement plus démocratique que la construction échafaudée à Maastricht. Eh bien, moi, je vais en sortir du Canada, alors. Donc, ça tombe bien, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, puisque les souverainistes québécois, les indépendantistes québécois, dont je suis depuis 30 ans, veulent donc un pays souverain. Et je pensais avoir tout lu de Philippe Séguin concernant le Québec, mais je vois qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important qui m'avait échappé. Mais je peux vous en parler un peu plus longuement. Donc, en effet, Philippe Séguin a édifié une vision de la France dans le monde dont le Québec est une des pierres angulaires. Cette affirmation, je suis sûre, là, va surprendre plusieurs d'entre vous, sauf ceux qui l'ont connu ou qui ont lu le livre qu'il a consacré aux relations France-Québec, Plus français que moi tu meurs, publié en 2000, alors qu'il venait régulièrement, à ce moment-là, enseigner à l'Université du Québec à Montréal. Il a aussi réservé un chapitre au Québec dans son itinéraire dans la France, d'en bas, d'en haut et d'ailleurs. Sans compter, et c'est important, sa conférence « Revisiter Montcalm », prononcée au Musée de l'Amérique française en 2002 et publiée en 2003. Tentative assez réussie de réhabilitation du marquis de Montcalm, qui, je vous le rappelle, a seulement perdu la bataille sur les plaines d'Abraham et que la Nouvelle-France, à ce moment-là, est passée sous responsabilité donc anglaise. C'était donc une rude tâche que de réhabiliter Montcalm et que de revisiter Montcalm, mais c'est une tentative assez réussie. Donc cette figure mal aimée, le marquis de Montcalm, est controversé dans notre histoire nationale. Il est célèbre pour avoir dit au moment de mourir, ça doit être apocryphe sûrement, mais enfin, je meurs heureux car je ne verrai pas les Anglais dans Québec. Voilà. Philippe Séguin, on l'a dit ce matin et ça m'a frappé parce que il a voulu aussi s'occuper de choses très très concrètes en ce qui concerne le Québec et ce qui concerne le peuple québécois. Par exemple, il est devenu membre très actif de l'Association des Séguins d'Amérique, et qui est nombreuse, comme vous savez, parce que, bon, il y a des associations comme ça, notre généalogie, c'est très important pour les Québécois, ils reviennent aux sources, bon. Alors, les Séguins d'Amérique, et d'ailleurs, quand il est décédé, ils ont fait une infolettre très spéciale pour lui rendre hommage. Il a aussi fait une chose assez extraordinaire. En fait, ensemble, on a monté un programme à l'intérieur de l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui s'intitulait « Les jeunes découvreurs », parce qu'il il trouvait que les relations France-Québec devaient commencer pratiquement au berceau, c'est-à-dire qu'on devait se rencontrer, se connaître le plus jeune possible. Alors ces jeunes découvreurs, c'était ici CM2, je crois, à peu près, donc 11 ans, j'imagine. Un peu moins même. Même un peu moins, donc 10 ans. Et chez nous, donc, les élèves de 5e ou 6e année du primaire. Alors, disons que l'expérience, c'est moi qui l'ai commencé dans ma circonscription à l'époque, qui s'appelait la circonscription de Chambly, sur la rive sud de Montréal. Donc, des élèves des écoles primaires de Saint-Bruno. Et nous sommes donc venus avec eux dans des écoles françaises et c'était extraordinaire de voir ces jeunes de 10 ans, 11 ans se rencontrer. Et c'est là qu'on voit qu'on est des Nord-Américains qui parlons français et qu'on n'est pas vraiment, après 400 ans, des vrais Français. Alors, ces jeunes découvreurs, malheureusement, n'ont pas survécu au changement de gouvernement, ce qui l'avait beaucoup désolé. Il a donc mis sur pied toutes sortes de choses comme ça et même la translation des restes de Montcalm parce que le général, au moment de sa mort, c'est le couvent des Ursulines, c'est les religieuses qui avaient recueilli ses restes. Et il nous a convaincus, au gouvernement du Québec de l'époque, donc, d'enterrer Montcalm dignement avec ses soldats à l'hôpital général, donc dans le cimetière de l'hôpital général de Québec. Il s'occupait donc de façon très, très concrète d'un certain nombre de choses. Je voudrais vous lire un peu ce qu'il a dit concernant les relations France-Québec. Si nous voulons
les uns et les autres, nous développer et nous épanouir en français. Il faut que le Québec et la France soient le moteur d'un vrai combat francophone, comme la France et l'Allemagne l'ont été, au moins au début, dans la construction européenne. Il continue, au-delà de leurs relations bilatérales, il apparaît désormais que l'intérêt, l'avenir, pas la nostalgie, effectivement, ou la mélancolie, mais que l'avenir, la portée historique de la relation du Québec et de la France réside dans leur capacité à se projeter ensemble à l'extérieur et à conduire des actions communes. Je pense que tout est dit. Depuis le général de Gaulle, 1967, sa belle et grande ingérence dans nos affaires intérieures, qui, à part Alain Perfit, j'ose à peine le nommer après ce qui s'est dit tout à l'heure, mais Alain Perfit, Alain Juppé et Michel Rocard, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celles de Philippe Séguin, mais quand même Michel Rocard, qui, parmi les hommes ou les femmes politiques français, s'est autant investi que Philippe Séguin dans la relation entre la France et le Québec. Il était très heureux de ce que le général de Gaulle avait dit en 1967. Dans son livre « Plus français que moi, tu meurs », il y a tout un chapitre sur cette belle ingérence, et puis qu'il appuie, puis il a dit que le général avait raison. Ce qu'il regrette, c'est de n'avoir pas rencontré le général de toute sa vie, et même, bon, de ne pas avoir pu s'expliquer avec lui et continuer donc son œuvre dans ce sens-là. Mais il en a été le digne héritier par rapport au Québec, ça c'est sûr, sûr et certain. Car qui connaissait ou connaît aujourd'hui suffisamment à la fois le Québec et la France pour interpeller l'un et l'autre en leur assignant un destin conjoint? Bien évidemment, pour lui, le destin de la France est d'abord européen et celui du Québec nord-américain. Moi, je dirais américain au sens des Amériques, en ce qui me concerne, mais lui écrivait nord-américain. Mais il ajoutait, la France et le Québec doivent aussi, sans que cela soit incompatible, sans que cela soit contradictoire, se doter d'un destin francophone. Alors pourquoi avoir choisi le Québec comme le partenaire idéal dans cette entreprise et non pas le Canada tout entier, la communauté française de Belgique, la Suisse romande ou quelque autre pays? Parce que, répond-il, je le cite, le Québec a apporté la preuve, une fois pour toutes, qu'il est possible de concilier la fidélité aux valeurs traditionnelles qui définissent la personnalité d'une nation et l'ouverture aux grands courants de la civilisation universelle. Parce que le Québec d'aujourd'hui est l'héritier de 2 siècles de combats victorieux. Parce qu'enfin, note-t-il, et je le cite, « Je ne crois pas qu'il existe un Français qui aime autant le Québec que moi, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli et pour ce qu'il peut faire. » J'ai encore quelques minutes, Christophe? Allez-y, encore 2 minutes. Très bien. Alors, quels objectifs, dès lors, poursuivre ensemble en francophonie? C'est là qu'on voit l'actualité de sa pensée. D'abord et avant tout, faire en sorte que le français demeure une grande langue internationale. C'est pas toujours évident en France, on ne sent pas que c'est une grande priorité nationale. Vous avez bien tort. Et que la diversité des cultures puisse s'exprimer à la fois à l'échelon national et dans le monde. Car, explique-t-il, il n'y a pas de liberté sans pluralisme, sans différence, sans multilinguisme. La globalisation, disait-il, qu'il distinguait en effet de la mondialisation assumée et maîtrisée. La globalisation, pour lui, c'est un concept anglo-saxon. C'est vrai qu'il n'avait pas nécessairement vu venir le monde multipolaire. Moi, je pense au Brésil, dans notre hémisphère, bien évidemment. Mais quand même, il disait, la globalisation est un phénomène de nature politique qui implique un nouvel état du monde caractérisé par une tendance à l'unicité culturelle et idéologique. Il faut éviter que la mondialisation ne se traduise par la globalisation. Et de là, le cœur de métier de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie et des autres grandes aires linguistiques qui se mettent en place et qui aspirent à peser sur les affaires du monde. Pour faire quoi? De la diversité linguistique et de la diversité culturelle. Il y a eu une convention à l'UNESCO. On a fait exactement, dans le fond, peut-être comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on a fait exactement ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire une grande alliance franco-québécoise portée ensuite par la francophonie jusqu'à l'UNESCO, qui a mené à cette convention sur la diversité culturelle qui permet aujourd'hui, en principe en tout cas, au gouvernement et aux États de
soutenir, malgré les règles de commerce international, nos cultures, nos industries culturelles. Je terminerai tout simplement, Christophe, en disant que Philippe Séguin a des héritiers, ils sont au Québec. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On reviendra de toute façon vers vous parce que le regard de Philippe Séguin vers l'autre côté de l'Atlantique était complexe et finalement pour les Français assez mystérieux. Autant sa pensée sur l'Europe a été exposée, épanouie, combattue, autant sa pensée dans la globalisation de son rapport à l'Amérique était plus mystérieux.